D'ailleurs, il déteste le sport. Il préfère s'enfermer des heures au cinéma à s'esquinter les yeux. Enchanté, mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Laquelle? Est-ce que c'est toi, John Wayne, ou est-ce que c'est moi? Ah bon, bien sûr, ce n'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie, quoi. Me voilà. Et maintenant, tu vas m'écouter tranquillement. Et si on faisait un top ultime du cinéma? C'est le projet dans lequel je me suis lancé avec ce podcast qui sort toutes les 2 semaines où je te propose 5 films que je classe dans un top global pour avoir le top ultime du cinéma. Et cette semaine, nous avons le droit à une route fête foraine qui roule vraiment, un camp de vacances, une piscine de motel, la toxicité masculine et Gaspard Ulliel. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Madame Marlowe, c'est ça? De votre ennemi intérieur. Occupez-vous du vôtre et oubliez-moi. Putain, tu fais chier, hein. December 1941. The California coast. J'entends des éclaboussures la nuit. Oh! Hey! Je vous ai vu! Friday, the 13th. You may only see it once. California could be next. Sayonara, Je vais tout d'abord vous parler de 1941, sorti en 1980. C'est un petit peu technique en effet, de Monsieur Steven Spielberg. Suite à l'attaque japonaise à Pearl Harbor, un groupe de Californiens hystériques se prépare pour l'invasion imminente venant du Japon. C'est l'un des plus gros flops de Tonton Steven, c'est-à-dire que c'est quand même une comédie sur la Seconde Guerre mondiale qui au final n'est pas si dégueu, mais qui a été plutôt mal reçue, que ce soit par la critique, mais surtout au box-office, ce qui fait que c'est un des ratés économiques de la part de Steven Spielberg. Alors oui, on est quand même, faut être très honnête, même si j'ai dit que c'était pas si dégueu, très loin des meilleures réalisations du bonhomme, comme peuvent l'être Jurassic Park ou récemment West Side Story, mais on est aussi très loin des pires comme Indiana Jones 4 ou Jurassic Park. 1941, c'est certes un Spielberg mineur, mais qui reste assez sympathique, avec quelques longueurs par-ci par-là, mais aussi de véritables moments grandiose et des scènes qui risquent de vous marquer pendant encore pas mal de temps. En fait, là où je trouve le film intéressant, c'est qu'on sent que Monsieur Spielberg essaie beaucoup de choses qui vont après se créer sur d'autres films et par exemple sur des films comme Indiana Jones. Il y a beaucoup de parallélisme là-dedans et on sent qu'il a envie d'essayer beaucoup de choses dans son cinéma à ce moment-là et il arrive à créer énormément de cinéma et de zones de choses assez intéressantes par ce biais-là. Ça n'en fait pas un bon film, mais ça fait un film assez expérimental qui lui permettra de faire des excellents films après cela. Et puis, John Belushi et Donald Croy devant la caméra de Tonton Steven, c'est un plaisir immense pour la rétine et pour les punchlines. Et je crois qu'on peut conclure quelque chose. Autant grand soit ce monsieur, Steven Spielberg, le tempo de comique, c'est pas fait pour lui et c'est là que ce film se loupe le plus frontalement. 1941, c'est la mauvaise blague de Steven Spielberg. Donc Steven, continue de faire des films, mais s'il te plaît, arrête les comédies. S'il y a une seule scène à garder, c'est quand même la scène de la danse, la scène un peu qui devient petit à peu une bagarre farouche entre deux bandes, faisant penser à deux choses, d'abord West Side Story, mais aussi à la scène d'introduction de Indiana Jones 2. C'est là où je vous disais qu'il y a vraiment des parallélismes et des choses qui vont lui apporter dans son cinéma plus tard. Cette scène, elle montre toute l'ingéniosité et l'aspect grandiose que peut nous donner Monsieur Spielberg. Au niveau de la place, écoutez, comme je vous ai dit, c'est un film qui est moyen, mais pas catastrophique non plus. Donc j'arrive à le mettre tout juste devant Shaun of the Dead, mais il n'est impossible pour moi de détrôner Wall-E, ce qui fait donc une 5e place que je trouve assez représentative actuellement de ce que est 1941. Bon, là on va un peu plus dans les problèmes. Je pense que je vais en froisser certains avec ce film-là. On va parler de Vendredi 13, sorti en 1980 de Sean S. Cunningham.
En 1957, un jeune garçon prénommé Jason meurt noyé au camp de Crystal Lake. L'année suivante, les 2 responsables du camp sont tués. Crystal Lake ferme. Mais en 1980, Steve Christie décide de le rouvrir un vendredi 13, jour anniversaire des décès survenus 23 ans auparavant. Lors de la préparation du camp pour son ouverture, les moniteurs du centre disparaissent les uns après les autres pendant la nuit. Alors, je pense que Vendredi 13, premier du nom, est un film largement surcoté. Je le trouve long, chiant, avec des idées cinématographiques extrêmement pauvres et des choses vues, revues et re-revues. Pour être un peu cru, le film m'en touche une sans faire bouger l'autre, et comme dirait notre chère Patoche de Nîmes, du flambeau pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je pense aussi, pour être honnête, que ma mauvaise appréciation du film est liée au fait que je m'attendais à un monument du genre slasher horrifique, comme peuvent l'être Halloween ou Les Griffes de la Nuit, qu'à la place j'ai eu une série B tout au mieux un peu divertissante. Je vais pas être malhonnête, le film, moi j'ai trouvé long, je me suis ennuyé, tout ce que vous voulez, c'est pas non plus un étron filmique horrible. C'est très moyen, voire pas ouf, avec des ressorts scénaristiques sympathiques à 2-3 moments, et c'est un peu divertissant, oui je vous l'accorde, mais du coup la frustration est tellement immense que je ne veux pas regarder ce film, et que je préfère plutôt essayer de voir des vrais classiques, qui sont beaucoup mieux, parce que je pense que celui-ci était déjà à sa sortie lourd et chiant. La scène à garder, forcément le final qui est assez iconique et qui va donner des films prochains qui j'espère le sont mieux. Peut-être qu'un jour je me lancerai pour voir les autres Vendredi 13, je connais assez mal la saga. Mais oui, cette scène sur le lac avec tout ce que vous pourrez voir, je ne vais pas vous spoiler parce que quand même si vous ne l'avez jamais vu, c'est une scène qui peut être importante et à un moment donné, qu'il y a un truc intéressant dans le film, autant que je vous le laisse, mais ça ne redonne pas grand-chose d'intéressant d'avoir 30 secondes d'intéressant dans un film. Au niveau de la place, 10e, oui, 10e, soit juste devant Mr. and Mrs. Smith, ça va, je ne suis pas non plus un monstre, mais clairement en dessous d'un Thor, par exemple. Donc vous imaginez un petit peu l'idée, oui, je pense que Thor est un meilleur film que Vendredi 13. On va parler donc de La Jeune Fille de l'eau, sortie en 2006 de M. Night Shyamalan. Donc ça nous parle de Cleveland Heap qui a tenté discrètement de se perdre à jamais dans les abysses de son vieil immeuble. Mais cette nuit-là, il découvre dans le sous-sol de la piscine une jeune nymphe sortie d'un conte fantastique, la mystérieuse Narf. Story est poursuivi par des créatures maléfiques qui veulent l'empêcher de rejoindre son monde. Ses dons de voyance lui ont révélé l'avenir de chacun des occupants de l'immeuble, dont le sort et le salut sont étroitement liés au sien. Pour regagner son univers, Story va devoir décrypter une série de codes avec l'aide de Cleveland, pour peu que celui-ci arrive à semer les démons qui le hantent. Le temps presse, d'ici la fin de la nuit, leur destin à tous sera scellé. Et du coup, je suis assez intéressé de vous parler de ce film parce que c'est un film que je trouve vraiment, vraiment décrié et c'est un petit peu l'inverse de Vendredi 13 où tout le monde dit que c'est très bien. Là, tout le monde dit que c'est pas bien du tout et au final pour pas grand chose. Alors je pense que ça vient beaucoup de la part de son réalisateur, M. Night Shyamalan, qui est le genre de réal qui était voué à une immense carrière avec des films comme Sixième Sens, Incassable ou encore Signe ou Le Village, mais qui va se cracher spectaculairement en vouloir trop en faire et ce film est souvent considéré comme l'énorme crash. Et pourtant, franchement, le film a certes plein de problèmes et c'est vraiment pas son meilleur film, ça j'en conviens totalement, mais il est assez intéressant, sur plein de choses. Au niveau des problèmes, on a certes le perso joué par le réal qui est cata, le scénario qui est un peu mindfuck, il faut être honnête, et c'est un peu ta gueule c'est magique, et la direction d'acteur qui laisse à désirer. Mais La Jeune Fille de l'eau, ce n'est pas que ça, c'est quand même un film que moi je pourrais dire qu'il est bien. C'est vraiment pas le navet intersidéral qu'on veut nous vendre. Le réal est sympathique, la réalisation est vraiment bonne. Elle se laisse voir, il n'y a pas vraiment d'ennui. Le film est bien rythmé et bien découpé. Paul Giamatti sauve le tout avec un jeu d'acteur assez intéressant. Et si vous voulez vraiment vous attaquer à des gros navets de la part du réalisateur, allez voir After Earth ou Phénomène, qui sont bien plus scandaleux que cette ode au rêve imparfaite, certes, mais sympathique. Et puis, je pense que là où beaucoup de monde l'ont décrié, c'est par rapport à son scénario, qui est certes pas parfait, mais qu'il faut vraiment voir comme un conte. Ce film est un conte. Alors, il est imparfait, il donne des fois dans le trop, mais c'est comme ça qu'il faut le voir, et en aucun cas comme quelque chose de pseudo-réaliste. Si je devais garder une seule scène du film, j'ai beaucoup de mal à me souvenir vraiment d'une scène, puisque je l'ai vu il y a assez longtemps. Par contre, j'ai vraiment une idée de caractérisation autour de la piscine qui revient extrêmement dans le récit et qui m'a marqué.
Donc je vais vous parler de ça. Je pense que toutes les scènes de piscine sont assez intéressantes et assez bien mises en valeur dans ce film. De la plage, je pense sincèrement que c'est meilleur que Legend de Ridley Scott. Oui, je sais que ça va en faire crisser certains, déjà que je le mette devant Vendredi 13. Mais je trouve que c'est les deux antagonistes vraiment de ce top pour le moment. Car vraiment, il y a pas d'ennui dans le film, alors que dans Legend, j'ai vraiment eu l'impression de m'ennuyer à des moments. Mais ça n'arrive pas à dépasser Goliath, que je trouve moins imparfait, on va dire, que celui-ci. Donc c'est une bonne 8e place qui ressemble à un bon gros mais, ce qui peut vraiment s'apparenter le mieux à ce film. Et si on parlait d'un film, j'ai déjà fait une vidéo dessus, eh ben on va parler de Men, puisque c'est la semaine A24. On va parler de Men, sorti cette année, de Alex Garland. Après une tragédie personnelle, Harper se retire seul dans la belle campagne anglaise, espérant trouver un endroit pour se rétablir. Mais quelqu'un ou quelque chose dans les bois environnants semble la traquer. Ce qui n'est qu'au départ qu'une crainte latente devient un cauchemar total, hanté par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres. J'ai quand même fait un avis assez détaillé de la chose, comme je vous disais, sur la chaîne. Donc si tu veux quelque chose de complet, je t'invite à regarder. Je ne vais pas répéter un milliard de choses sur Men. Il faut savoir que j'ai beaucoup apprécié le film, malgré un début et un film qui sort les gros sabots, qui n'est clairement pas un truc très fin, hein. La finesse il a complètement oublié, mais clairement visuellement magnifique, avec un scénario qui reste intéressant et de vrais moments d'home invasion intéressants. Je passerai aussi sur le fait que les acteurs sont bons, ou en tout cas vraiment, moi m'ont donné beaucoup d'émotions, et que pour moi c'est un immanquable de l'année 2022. Si tu veux en savoir plus, regarde ma vidéo. La scène à garder, c'est l'introduction, qui montre autant le bon avec ce ralenti sublime et ce montage quasi parfait, mais aussi le pire du film avec la musique qui vient nous réveiller, et donc bien entendu cet aspect que le film ne connaît pas l'existence du mot finesse. Au niveau de la place, ça ne viendra pas prendre la place d'Unforgiven, qui reste numéro 1 de notre top, qui n'est pas délogé pour le moment, mais ça passe devant Tag. Et oui, c'est un peu à contre-cœur que je déloge Tag, mais Men me semble plus intéressant, plus développé que ce que peut l'être Tag, donc je vais essayer d'être objectif et je dis au revoir à Tag. Pour terminer cette sélection de la semaine, je vais vous parler des Confins du monde, sorti en 2018 de Guillaume Niclou. Indochine 1945, Robert Tassin, jeune militaire, est le seul survivant d'un massacre dans lequel son frère a péri sous ses yeux. Aveuglé par sa vengeance, Robert s'engage dans une quête solitaire et secrète à la recherche des assassins. Mais sa rencontre avec Mai, une jeune Indochinoise, va bouleverser ses croyances. Il faut savoir que le film est un film que j'avais vraiment envie de voir depuis le décès de Gaspard Ulliel, parce que j'avais souvent entendu parler que c'était un excellent film de sa part. Et il est vrai qu'il y a une vraie plongée dans ce personnage qui est assez impressionnante, parce que Gaspard Ulliel arrive à nous donner de la sincérité et de nous montrer un espèce de soldat à l'état brut, se transformant petit à petit en bête devant nos yeux, et c'est extrêmement intéressant. En plus de ça, il y a un véritable travail sur le son et l'image qui nous plonge véritablement dans la jungle et dans ce monde indo-chinois avec le personnage principal. On a l'impression de vivre tout ça avec lui. Donc comme je vous le dis, la photographie du film est magnifique et mérite à elle seule le visionnage du film. Mais en plus, cette quête de destruction de l'humanité de cet homme rend le tout vraiment fascinant. Il est vraiment consumé par sa vengeance, et on n'oubliera pas vraiment aussi le non-jugement d'un cas comme de l'autre, avec vraiment des personnages qui mènent de la nuance dans tout ça, comme Gérard Depardieu, qui aussi joue une partition extrêmement impressionnante. Au niveau de la scène à garder, il y a forcément cette introduction qui, par son silence et la beauté de ses images, nous montre les choses difficilement. Une véritable plongée dans la psyché de son personnage, et aussi dans la jungle luxuriante, venant prendre tout le peu d'humanité de chaque homme qui s'y trouve. Alors déjà, la scène est magnifique, mais en plus est tellement évocatrice du reste du film, c'est donc vraiment à pas louper. Le film est bon, mais il lui manque un je ne sais quoi avec lequel je n'arrive pas à le placer extrêmement haut non plus dans mon top. Alors il va faire un petit peu comme 1941, c'est-à-dire être devant lui, mais ne pas arriver à dépasser Wall-E. Donc une 6e place actuelle. Nous n'avons pas toujours réussi à déloger Unforgiven, et c'est assez fou, il reste pour le moment, et je ne pensais pas qu'il resterait longtemps. Mais mon petit doigt me dit que c'est pour très bientôt qu'il sera délogé, peut-être dans 2 semaines. En dehors de ça, on a eu du mouvement avec le ventre mou supérieur qui sont étoffés de 2 films, Les Confins du monde donc et 1941, le podium qui a changé avec l'arrivée de Men en 2e place, et le tréfonds qui vient accueillir Vendredi 13. Je te rappelle que tu peux voir le top sur Sens Critique, si tu veux le voir, le lien est en description, et moi je te dis à demain pour une critique d'un film A24. C'est Caplery. Oh, c'est agaçant à la fin.